On va commencer par souhaiter la bienvenue à nos trois intervenants qui ont l'amabilité de prendre leur temps pour venir partager avec nous leur analyse, regard, expérience, expertise, mais aussi expérience de ce qu'ils vivent pendant cette période assez particulière, puisque nous sommes en plein tunnel du Covid. Évidemment, ce qui se passe dans un tunnel, c'est qu'on cherche un peu de lumière quand on n'en a pas suffisamment pendant qu'on marche ou qu'on roule dans ce tunnel. On ne va pas se dire des évidences et des lapalissades. Les incertitudes sont toujours là. Et je crois que nous faisons les uns et les autres preuve d'une capacité d'adaptation exceptionnelle à admettre que les incertitudes font partie de notre vie encore plus qu'avant. Et nous nous sommes posé la question pour ce webinaire organisé par les équipes d'Aswat, au nom desquelles je voudrais vous remercier chaleureusement tous les trois d'accepter de venir partager votre regard, mais aussi au nom de ces mêmes équipes, je voudrais saluer les différents participants qui nous suivent et vous dire merci de vous joindre à nous. Bien, nous avons cherché avec les équipes d'Aswat de nous poser des questions extrêmement simples, de dire, faut-il rester fataliste, faut-il attendre que ça se passe et qu'est-ce qui peut se passer? Mais au-delà de ça, on s'est posé la question, comment est-ce qu'on peut agir dans cette période extrêmement difficile? Il y a des gens et des entreprises et des marques qui n'acceptent pas la fatalité et qui, elles, ont décidé de faire preuve de beaucoup d'inventivité, que ce soit dans leur prise de parole vis-à-vis de leur public, alors public au pluriel, évidemment en fonction des marques, de la manière dont elles s'organisent, etc. Ces publics peuvent être plus ou moins nombreux, plus ou moins complexes. Ça peut être évidemment des distributeurs, des prescripteurs, des réseaux de distribution détaillants, des grossistes, mais aussi directement des consommateurs, parce que la relation de confiance à une marque est quelque chose d'extrêmement important. Mais on s'est aussi dit que ces marques faisaient preuve d'inventivité, non seulement sur leur prise de parole, mais dans la manière d'utiliser les canaux de communication pour toucher leurs différentes parties prenantes et les approcher, parfois même les caresser à un moment où l'humanité est extrêmement inquiète pour les réveiller, mettre un peu de couleur, un peu d'étoile dans leur relation à ces consommateurs. Eh bien, nous allons échanger avec vous tous les trois sur ces sujets et je voudrais commencer par une brève présentation des trois intervenants que nous avons aujourd'hui. Adil Benani, président de l'association EVAM, qui est en charge de l'organisation du secteur automobile chez nous au Maroc dans sa distribution. Et je voudrais dire d'ores et déjà, c'est à Adil qu'une des forces qui m'a toujours impressionné chez les EVAM, et je l'ai déjà dit publiquement, mais je peux le redire, c'est que vous partagez le data entre vous à chaque fin de mois et cette constance mérite d'être prise en exemple pour beaucoup de secteurs et dire on peut être concurrent sur le marché, mais partager l'information, ça permet de nourrir tout le monde pour aider à la décision. Vous êtes aussi à la tête d'Autonejma qui représente la marque Mercedes. Vous partagerez avec nous votre regard là-dessus. Dans son bureau de Casablanca, c'est Eric Eulin, qui est directeur général en charge de la stratégie à Saga, qui est une importante agence de communication que beaucoup d'entre vous connaissent. Et il va partager avec nous son regard. Alors, Eric, je vais peut-être préciser que ça fait de longues années que vous êtes au Maroc et que vous êtes bien dans votre bureau, même pendant cette période un peu difficile. Si vous hochez de la tête, ça me rassurera déjà pour ça. Dans ses locaux en France, à cheval entre la France et la Suisse. Michel Collin, merci de répondre à l'invitation. Vous êtes un consultant chevronné. Vous êtes d'abord je vais le dire simplement entre confrères, vous êtes un garçon de la radio. Vous êtes un homme de micro, de papier, de reportage, mais vous êtes aussi un homme de communication, puisque depuis de très longues années, on se connaît bien tous les deux, vous êtes consultant pour beaucoup de radios dans le monde francophone en l'occurrence, en France et ailleurs, où vous accompagnez les radios pour les aider à développer des stratégies pour mieux parler, elles aussi, à leurs clients et à leur marché de communication. Alors, on va voir aussi avec vous trois comment vous voyez les mouvements des marques et surtout, messieurs, j'aimerais pour qu'on puisse aller directement dans les sujets, partager avec nous comment les marques agissent en termes d'inventivité, de créativité, mais sur tous les plans. Toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre et on sera ravis
d'écouter vos expériences. Je vais finir avant de donner la parole au premier intervenant qui va être Adil Binnani. Juste exprimer, parce que je me dois de le faire, peut-être une petite déception. Honnêtement, en soi, c'est une grande déception, c'est qu'il n'y a que des hommes devant moi pour mener ce panel. J'aurais rêvé d'avoir un équilibre de parité avec une présence féminine. Alors, je tiens à le dire et évidemment, celles et ceux qui nous regardent, nous suivent, qui sachent que nous avons invité des femmes, mais elles ont décliné. Ce n'est pas parce que c'est facile à dire, mais très franchement, ça a été fait, mais ça n'a pas fonctionné. Mais vous, comme vous le savez, dans ces webinaires, Aswat s'organise souvent pour avoir des femmes aussi dans la prise de parole. Donc, c'est un sujet que je ne peux pas occulter, mais qui me permettait de le dire très simplement. Je vais commencer à Adil Binnani, peut-être par une question extrêmement simple. Comment, nous sommes tout début octobre, comment s'est comporté le marché automobile ces 3 derniers mois et que donnent les chiffres à fin septembre? Bonjour à toutes et à tous. Merci, cher ami, pour l'invitation. Alors, le marché de l'automobile reprend légèrement des couleurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes à moins 26% à fin septembre par rapport à fin septembre de l'année dernière. Nous étions moins bien, je dirais, parce que depuis la reprise mi-juin, il y a eu une première reprise, puis juillet, août et septembre, on a fait 3 mois consécutifs avec une légère croissance de 10 points par rapport à l'année dernière. Ça ne compense pas le manque à gagner, parce que je rappelle que pendant 3 mois, nous étions en quasi-arrêt. Enfin, le marché avait fait 90% de moins sur avril, mai et la moitié de juin et la moitié de mars. Donc, le marché est en train de reprendre des couleurs. Si la tendance continue à la stabilité d'ici la fin de l'année, on devrait être entre moins 15 et moins 20, ce qui est bien mieux que ce que nous anticipions lorsque nous étions au fin fond de la crise. 2 mots par rapport à l'EVAM. Oui, nous sommes des concurrents, mais des confrères aussi, et nous avons eu, il y a très longtemps, l'intelligence de nous dire, en fin de mois, il n'y a pas de mal à se communiquer les chiffres, à les partager avec la presse, par ville, par segment, de manière à pouvoir évaluer ensemble où va notre marché et agir pour son développement. Et ça fait plus de 20 ans que ça dure. Le micro, Tammy. Oui, comment vous voyez les choses d'ici la fin de l'année? Alors, pour la fin de l'année, sauf secousse particulière, c'est-à-dire sanitaire, on devrait faire un trimestre ISO par rapport à l'année dernière. Et donc l'atterrissage Et donc l'atterrissage serait entre moins 17, moins 20. Ce qui, globalement, par rapport à d'autres secteurs, est plutôt rassurant dans une année où beaucoup de grandes marques dans le monde sont à genoux? Alors, oui et non. Oui et non, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre secteur d'activité, dans notre écosystème, nous avons des distributeurs et nous avons des concessionnaires. Alors, les distributeurs, il y en a une vingtaine sur le marché, c'est les représentants de marques. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'équilibre, il est autour de 80%, entre 75 et 80% du volume de l'année dernière. Ça veut dire un moins 20% vous fait basculer du profit à la perte. Au niveau du concessionnaire, c'est encore beaucoup plus fragile. Moins 10% par rapport à l'année d'avant, on est dans de la perte. Donc aujourd'hui, à moins 25%, les 3/4 des opérateurs sont dans le rouge. Donc c'est difficile. Maintenant, ce n'est pas une raison pour bloquer. Nous anticipions une année à moins 40, on va faire moins 20, on est très heureux. Chacun a un plan B qu'il avait dans sa besace en cas où ça continuait.
on n'aura pas besoin de sortir, on va dire, l'artillerie lourde, et Dieu merci. Qu'est-ce que c'est l'artillerie lourde pour qu'on comprenne? Alors, je rappelle que nous sommes mi-mars et on fait un arrêt sur image. Tout s'arrête complètement. On n'est plus dans nos bureaux. On a 10 000 collaborateurs dans le marché qui ne peuvent plus aller travailler. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un salon qui était prévu en juin, des arrivages en masse énormes qui arrivent et qui ne peuvent plus être déprogrammés. Et on rentre dans une période où on ne va plus vendre. Donc, grosse problématique de cash, grosse problématique de visibilité. Et l'idée, c'est de se dire comment on va s'en sortir. Alors, on prend la claque en face et là, on commence à communiquer déjà. D'abord, communiquer en interne parce que les collaborateurs se disent mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va être payé? Est-ce qu'on ne va pas être payé? Est-ce qu'il faut venir travailler? Qui c'est qui va être en télétravail? Donc, ça a supposé une agilité extrêmement rapide de l'ensemble des opérateurs pour mettre une partie des gens au niveau télétravail et le reste, tout simplement, en congé. Il a fallu communiquer avec le constructeur parce que nous dépendons tous de constructeurs qui se renseignent sur leur marché à travers les zones géographiques de comment ça se passe, combien c'est grave, qu'est-ce que l'on peut faire pour vous aider, et on se rend compte qu'ils ne peuvent vraiment pas nous aider parce qu'ils ont des problèmes partout dans tous les marchés du monde. Donc, on communique avec les constructeurs, on communique entre collègues, et jamais l'EVAM n'a été aussi active et aussi importante. Donc, on était un peu dans des forums d'alcooliques anonymes où on se disait mais qu'est-ce qui nous arrive, la situation est grave, qu'est-ce que vous faites avec vos collaborateurs, est-ce qu'on ouvre, on n'ouvre pas. Donc vraiment, ça a été chaque semaine un point d'une heure et demie avec l'ensemble des membres pour dire voici la démarche à suivre et se partager les bonnes pratiques. Et puis enfin, il a fallu communiquer avec les clients parce que du jour au lendemain, il a fallu leur dire ne venez pas dans les showrooms parce qu'on est fermé. Est-ce qu'on est, selon que certains étaient ouverts pour la prévente, ou il fallait les informer et maintenir un flux de communication pendant cette phase de mi-mars à fin avril où on va dire on était vraiment dans le creux de la vague. À côté de ça, bien entendu, vous avez vos actionnaires qui vous disent mais où on va? Qu'est-ce qu'on fait? Et les stocks, et les clients, etc. Et donc, vous faites des scénarios et vous sortez avec des budgets rectifiés et on travaille sur ces scénarios tout au long de l'année. Et qu'est-ce qu'on fait si c'est moins 30? Qu'est-ce qu'on fait si c'est moins 40? Qu'est-ce qu'on fait si c'est moins 50? Et on a tout ça sur son bureau et on observe. Et à côté de ça, le maître mot, c'est la transparence, la communication continue avec les équipes et les embarquer dans ce qui sera fait les jours et les semaines qui viennent, même quand il s'est agi de décisions difficiles. Parce qu'il a fallu qu'on mette les gens en arrêt de travail, il a fallu qu'on exploite le 13e mois, des choses comme ça pour compenser une partie des salaires. Nous avions pris la décision de ne pas, au niveau du secteur, de ne pas licencier, de ne pas supprimer d'emplois, et ça a été fait. Et on s'est rendu compte après que lorsqu'il y a eu sortie du confinement, on a retrouvé les gens qui étaient prêts à travailler et ils étaient reconnaissants qu'on ait maintenu leur emploi, qu'on ait maintenu leur salaire. Vous savez que les vendeurs, par exemple, sont à 80% à la communication, à la commission. Donc, pendant la période de confinement, c'est 80% de leur salaire qui saute. Ils ne vendent pas, ils ne prennent pas. Donc, il fallait prendre des décisions au niveau des différents opérateurs. La majorité ont décidé de maintenir un minimum de 50, 60, voire 80% dans certains cas. Et les collaborateurs ont su être reconnaissants pour la période post-confinement. Mais tout ça pour dire qu'il fallait poser des scénarios du moins catastrophique au plus catastrophique et agir en fonction du contexte externe tout en communiquant non-stop à 360 degrés au niveau des collaborateurs. Adil, j'entends et je vois le dirigeant avec
ces budgets et le travail que ça demande dans cette période difficile parce que c'est anxiogène d'être à l'arrêt et c'est anxiogène de voir des chiffres qui sont l'inverse de ce qu'on regarde habituellement. Habituellement, on fonctionne avec un appétit et là, on fonctionne en disant il faut qu'on limite les dégâts, il faut que la casse soit la moindre possible, c'est ce que j'entends. Euh, Communiquer avec transparence, je le comprends quand il s'agit des collaborateurs, parce qu'il faut maintenir les gens en ayant leur sens d'appartenance et en ayant envie de continuer à servir. Comment on communique dans cette période vis-à-vis de ses clients? Et je vais aller pousser ma question un peu plus loin. Est-ce que dans votre secteur, vous avez observé qu'il y a peut-être quelques acteurs ou quelques players de concessionnaires ou représentants de marques qui en ont profité pour marquer des coups? Alors, il y en a qui ont essayé de marquer des coups, il y en a qui ont pris des coups. On a beaucoup appris. Ce qui était hors de question de faire au début du confinement, c'était de contacter des clients pour générer des leads ou ne serait-ce que leur demander de se faire livrer. Alors, il y a des marques qui se sont littéralement fait insulter. Mais de quoi vous nous parlez? On est en plein confinement et vous nous dites est-ce qu'on va se faire livrer? Qu'est-ce que je vais en faire? Donc il fallait vraiment la mettre en veilleuse et communiquer avec des messages subliminaux sur restez chez vous, protégez-vous, distanciation sociale. On a mis par exemple, on a vu certaines marques développer des cahiers de coloriage à l'image de leur marque pour les enfants. On a vu certaines marques proposer des diagnostics gratuits à leur clientèle professionnelle chez eux. Donc, en fait, il fallait communiquer autour de la solidarité et surtout pas pour des considérations commerciales parce que c'était totalement hors sujet. En revanche, dès qu'il y a eu le prolongement du confinement, on a senti qu'il y avait un début d'appétit à voir ce qui allait se passer parce qu'on allait bientôt sortir de confinement. Et là, on avait commencé à contacter nos clients pour leur dire le confinement se prolonge, on vous y accompagne. Nous avons offert, par exemple, certains opérateurs ont offert des abonnements gratuits à Netflix, à l'après, etc. Tout ça pour dire que nous vivons ensemble cette situation extraordinaire dans la positivité. Et dès qu'on est sorti du confinement, et ben là, on a repris progressivement nos activités de communication directe pour vendre, prendre des commandes et livrer le pipe que nous avions. Il n'y a pas eu, on va dire, de coût marketing spécifique lancé par telle ou telle marque, mais tout le monde a joué un peu, et à l'international et au Maroc, a joué cette stabilité de la com autour du concept du confinement. On n'est pas là pour vendre, on sait que la situation est difficile pour tout le monde, on vous retrouvera plus tard. Voilà, c'était un petit peu merci. ça. En tout cas, on voit que les chiffres reprennent un peu de couleur depuis cet été. Et forcément, on va parler dans quelques instants avec vous, Adil Nani, de ce que vous êtes en train de faire, comment vous parlez à vos consommateurs et comment vous allez continuer à leur parler d'ici la fin d'année, mais aussi préparer 2021 parce que l'année 2020, elle est difficile d'être une année aimée, chérie, mais on doit préparer l'avenir. Je vais vers vous, Henrique Eulin, vous êtes vous directeur de la stratégie, directeur général en charge de la stratégie au sein de Saga. Très brièvement, pendant cette période extrêmement difficile, est-ce que vous avez un peu bossé, vous? Bonne question, ça. Ouais, alors c'est intéressant. Effectivement, on va distinguer, entre guillemets, deux crises qui se succèdent. Il y a eu une première crise sanitaire, dont Adil vient clairement d'évoquer dans la situation, dans laquelle
effectivement, on a, avec nos partenaires annonceurs, finalement remis tout à plat en disant non, non, mais attention, il faut qu'on arrête. On ne va pas continuer comme d'habitude. Il faut qu'on change. Et effectivement, la posture qu'on a vraiment adoptée avec chacun d'eux, qui était de dire on n'est pas là, en tout cas pendant la crise sanitaire, maître mot, utilité, humilité. Utilité, parce qu'effectivement, on n'est pas là pour vendre nos voitures ou nos pots de yaourt ou peu importe. On est là, dans cette crise sanitaire, solidaire avec ceux qui la vivent, chacun d'entre nous. Et on s'est dit, comment nous, marques, comment nous, opérateurs télécoms, comment nous, constructeurs de voitures, comment nous, vendeurs d'essence, on peut essayer d'aider les Marocains à passer la crise. Ça, c'est l'utilité. Et c'est vraiment, c'est ce qu'on disait. L'exemple, je crois que c'était l'exemple de Kia dont Adil parlait à l'instant. Kia s'est dit, OK, il y a des gens qui vont quand même avoir besoin de faire leur vidange ou avoir de l'entretien de leur voiture qui va rester au garage pendant 1 mois, 2 mois. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux peut-être moins me déplacer chez eux pour les aider dans cette situation. Check-up gratuit, ça ne coûte rien du tout, mais j'aide les consommateurs à passer la crise. Et ça, c'est vraiment entretenir la relation, être utile, être humble. Là où il faut faire attention, donc on a vraiment remis tout ça à plat et on a tout recommencé. Donc oui, on a beaucoup travaillé pendant le confinement. Et puis maintenant, il y a cette crise économique, parce qu'après la crise sanitaire, c'est la crise économique. Il faut faire attention à ce que cette posture-là, utilité, humilité, ne s'arrête pas aux portes de l'été, mais continue. Pourquoi? Parce qu'après la crise sanitaire où les gens étaient confinés, s'il y avait des moments difficiles, ils étaient chez eux, ils s'ennuyaient un petit peu, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Ils ne pouvaient pas sortir. Là, la question qui se pose aujourd'hui, c'est il y a de la casse économique, de la casse sociale, malheureusement des emplois, malheureusement des diminutions de salaire. Qu'est-ce que nous, marques, nous pouvons continuer à faire pour être utiles auprès de ces clients-là? Et il y a plein de marques aujourd'hui qui continuent en disant bon, ben, maintenant, est-ce que je ne peux pas travailler pour ceux qui perdent leur boulot et les aider à faire de nouvelles formations, développer leur employabilité, pourquoi pas les aider à monter leur boîte? C'est ça aujourd'hui le rôle des marques aussi, qui est de se dire, à la sortie du confinement, continuons notre posture d'utilité pour aider les Marocains dans cette nouvelle crise, qui est une crise différente de celle sanitaire, et qui est une crise, et continuons à mettre en place des solutions pour aider les Marocains à passer le cap, parce qu'effectivement, le tunnel est plutôt sombre, le bout du tunnel, on ne l'aperçoit pas vraiment, et donc il faut que moi, Marc, j'accompagne mes clients, j'accompagne les Marocains au sens large, les citoyens au sens large, à essayer de trouver une solution pour voir l'avenir de manière un petit peu plus optimiste dans ces moments un peu sombres. Enrique, on a l'impression, et de toute façon les chiffres médias sont là pour l'attester, que pendant cette période, la prise de parole était très faible, voire totalement absente. Et même pour rassurer, parce que même pour tendre la main, même pour faire du social, on a l'impression que la partie émotionnelle de la relation au monde et aux consommateurs s'est arrêtée. Ouais, c'est marrant, c'est vraiment intéressant cette perception parce que c'est vraiment pas le cas. Alors attention sur les chiffres. Je ne dis pas que les gens n'ont pas travaillé dans le back-office. Hein. J'ai rencontré beaucoup de vos confrères qui me disent mais je suis chez moi, je bosse comme un malade, nos clients ont besoin de nous. En fait, ils ont besoin de vous, je comprends, parce qu'ils sont un peu désemparés, ils ne savent pas trop comment faire. Et comme disait Adil il y a quelques instants, c'est le moment où il faut fédérer, se mettre ensemble, trouver des solutions. Je comprends, mais est-ce que les gens se sont enfermés? Parce que dans les entreprises, pour parler business, on s'est enfermé pour revoir ses budgets et revoir les solutions, ou est-ce qu'on a pris conscience qu'il fallait quand même continuer à parler aux consommateurs? Oui, continuer à parler aux consommateurs, mais continuer à en parler différemment, faire des actions différentes. Il ne s'agissait évidemment de ne pas continuer à diffuser les spots classiques ou de continuer nos annonces sur Internet. Ce n'était pas du tout l'idée. L'idée, c'est combien d'entreprises se sont complètement réinventées pendant cette période-là et se sont mis à distribuer des paniers repas pour les plus démunis. Qui d'autres a offert des connexions télécom gratuites, d'autres qui ont mis en place des opérations pour aider les jeunes start-upers à créer leur boîte. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Mais ce qui est vrai, c'est que la communication classique
la communication, je peux dire publicitaire, un petit peu réclame a clairement disparu parce que c'était plus du tout, et ce n'est encore pas du tout l'objectif. Il faut, entre guillemets, dans la période dans laquelle on est, il faut moins de réclames et plus de sens. Là, vraiment, aujourd'hui, on l'a vu, il y a eu un changement assez radical entre l'avant-confinement et l'après-confinement. Depuis quelques années, les consommateurs attendent de plus en plus que les marques s'engagent pour le développement durable, l'écologie, etc. Bon, parce qu'on veut dire parfois, c'était un peu gaguesque ou on prenait ça un peu à la légère. Sauf que là, aujourd'hui, pendant le confinement, il y a quelque chose de formidable qui s'est révélé, c'est que l'utilité sociale des marques a complètement explosé parce que justement, on s'est aperçu que toutes les marques se sont mobilisées. Des marques vont faire quelques exemples, puisque vous êtes dans le secteur. Donnez-nous quelques exemples d'utilité des marques. C'est passionnant comme discours, c'est extrêmement intéressant. Donnez-nous quelques exemples parmi vos annonceurs ou d'autres qui ne le sont pas, mais que vous avez observés. Par exemple, Inouï, avec son programme e-Madrasa, alors c'est un programme qui existait déjà, mais encore accentué son programme pour faire en sorte que les enfants qui ne pouvaient plus aller à l'école avaient accès gratuitement à du contenu pour ne pas perdre le fil de l'école. Voilà un exemple très clair. Voilà comment Africa aide d'une manière ou d'une autre des start-upers, il y a des programmes qui existent comme Milfikra, 50 Sprint, les aident à peut-être monter leur activité. Parce que accéléré pendant cette période. Ça a complètement explosé. Toutes les marques s'y ont mis. Les marques qui ont le mieux réussi, c'est celles qui étaient vraiment préparées en amont. Dire qu'il y a eu un effet, je suis désolé de le dire, il y a eu un effet d'opportunisme aussi. Il y a des marques qui disent « Oh super, c'est un super moyen pour… les gens sont chez eux, comment je vais un peu améliorer mon image ?» Bon, ça c'est un peu un effet d'opportunisme. En général, ça ne marche pas beaucoup. Mais toutes les marques qui étaient les plus préparées ont vraiment réussi ce cap-là et trouvé une solution pour aider les Marocains à passer le cap et à les aider. Il y a un chiffre qui est très important, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, le rôle sociétal des marques, on entend parler depuis très longtemps, parfois on ne prend pas ça toujours très au sérieux. Là, vraiment, pendant le Covid, ça a été absolument phénoménal ce qui s'est passé. On s'est aperçu du rôle que pouvaient avoir les marques auprès des particuliers et en dehors de leur métier. Les marques se sont transcendées, elles sont sorties de leur rôle habituel, un peu de leur rôle, en disant ok, j'oublie mon métier, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour les aider? Et ça, c'est vraiment passionnant. Avant, il y a eu un chiffre, avant le confinement, c'est l'Observatoire du changement, c'est une étude internationale qui disait qu'avant le confinement, un consommateur sur 3 comptait sur les marques pour les aider à changer le monde. Après le confinement, c'est 9 consommateurs sur 10. C'est-à-dire que quasiment 90% des consommateurs attendent aujourd'hui des marques, non pas simplement qu'elles en vendent des produits, non, qu'elles les aident dans leur vie, peut-être même à changer de vie, qu'elles aient le rôle de coach, de mentor, d'accompagnateur, à passer des étapes difficiles. L'étape du confinement, je suis chez moi, je m'ennuie, qu'est-ce que moi, Marc, je peux faire? Donc ça, c'est plein de choses qui se sont faites. Même pour des marques de grande consommation? Mais même pour des marques de grande consommation, évidemment, mais même au contraire, pour les marques de grande consommation. Ce n'est pas forcément une biscuiterie. On ne vous entend pas. Allez-y, Adil. Alors, dans l'automobile, si vous regardez les tunnels publicitaires en France pour l'automobile, il n'y a plus une seule pub pour une voiture normale. Oui. C'est je crois qu'on a un problème électrique. on a un problème de connexion. C'est vrai qu'en Europe, Adil, on vous entend pas. Juste revenir plus tranquillement et on vous redonnera la parole. Je crois qu'on a compris le message. Ce que nous disait Adil Benani, c'est la présence de la publicité automobile dans les médias télévision en France. Alors, il dit voiture normale. Je ne sais pas ce qui est normal parce qu'on est dans un monde où rien n'est normal. Non, mais elles sont plus électriques, elles sont plus vertes, elles sont moins… Oui. Elles sont plus… Ça va me permettre… C'est plus pour la motorisation thermique. Voilà, elles sont made in France. Voilà. J'ai bien compris l'idée? Oui. On va aller vers Michel Collin. Merci de votre patience, Michel. Alors, vous avez entendu nos discussions entre nous autres Marocains ici, de ce qui s'est passé, la manière dont on a traité, un peu la posture que nous avons eue pendant cette période. Quel regard vous portez sur notre discussion? Alors, il y a un point qui est évident, c'est que la situation est relativement universelle. Moi, je travaille dans plusieurs pays
et toutes les problématiques que vous avez évoquées, on les retrouve pratiquement partout, quelles que soient les différences culturelles ou économiques. Bon, déjà. Ensuite, sur les réactions des marques et des annonceurs, je voudrais quand même qu'on fasse des différences. Parce qu'en fait, là, on met un petit peu tout le monde dans le même sac, mais il y a de très, très grosses différences. Il y a des secteurs qui sont portés par la crise et qui, tant mieux pour eux, finalement, profitent de la situation depuis le premier jour. Alors, Ça a été le cas dans beaucoup de pays quelques exemples pour balancer les secteurs qui sont portés par la crise. Les secteurs qui sont portés par la crise, c'est la grande distribution avec l'alimentaire, hein, parce qu'on a de toute façon toujours besoin de s'alimenter. Et même au début de la crise, on a vu que les gens se sont précipités dans les magasins en pensant qu'ils allaient manquer de quelque chose. Le secteur de l'habitat a, d'une manière extraordinaire, explosé. Dans beaucoup de pays, je crois que les piscinistes n'ont jamais vendu autant de piscines, de vérandas et de cuisines que depuis le confinement ou la fin du confinement, parce que tous les gens qui se sont retrouvés chez eux ont envie d'améliorer leur intérieur. Tout ce qui tourne autour du bricolage a aussi explosé, mais déjà pendant le confinement. Hein. Donc, il y a des secteurs d'activité qui sont sur un nuage, pour ne pas dire plus haut, et donc, eux, ils ont des comportements de communication qui sont différents d'autres entreprises qui sont dans des secteurs en grande difficulté, voire en perdition. Évidemment, on parle de toute la restauration, de tout ce qui tourne aussi autour de la restauration et de toutes les activités dans l'événementiel, entre autres, qui ont complètement arrêté depuis le mois de mars et qui ne reprennent pas. Donc, en fait, il y a des différences et il y a des stratégies de communication qui sont aussi différentes. Donc, ça, il faut bien faire la différence. Et puis, peut-être une autre précision par rapport à ce que disait Henrique sur les stratégies de communication. Oui, pendant le confinement, tout le monde a été très prudent. J'ai peut-être noté qu'au Maroc, peut-être les annonceurs ont même été encore un peu plus frileux qu'en France, par exemple, hein, au niveau de la communication. On a un petit peu peur de communiquer puis de dire quelque chose qui serait maladroit, donc on préfère pas parler. Hein, j'ai plus remarqué ça au Maroc qu'ailleurs. Mais oui, on s'est tous dit, et les publicitaires ont tous dit, oui, tout va changer, le monde d'après sera différent. Et moi, j'ai observé que dès la fin du confinement, très rapidement, les messages de promo sont assez vite revenus, les réclames, hein, comme Henri l'a mentionné tout à l'heure. Et puis là, ce que j'observe en ce moment, c'est que, par exemple, en particulier en France, comme vous le savez tous, on sent la deuxième vague arriver très, très vite et de nouveaux problèmes arriver qui nous rappellent le début du confinement. Eh bien, on se rend compte que tout d'un coup, là, la réclame, hop, on la met un petit peu de côté, puis on revient maintenant une deuxième fois vers des messages de soutien, d'information sur les conditions sanitaires. La grande distribution, là, a calmé un petit peu les messages de promotion produits et revient vers ces Carrefour, par exemple, qui cette semaine en radio explique quelles sont les normes sanitaires qui sont dans les magasins pour que les consommateurs aient envie de revenir et qu'ils n'aient pas peur d'aller se contaminer dans les magasins. Donc, il y a beaucoup de situations distinctes. Michel, on nous dit d'un côté, ce que disait Henri il y a quelques instants, du sens, parce que les consommateurs sont demandeurs de sens. De l'utilité, hein, j'ai bien retenu vos propos, Henri, c'est ça, de l'utilité, parce qu'il faut que ces entreprises montrent leur rôle sociétal ou social et sociétal. Et franchement, moi, j'en suis ravi, parce que pour une fois qu'on se débarrasse des quelques feuillets de rapports annuels pondus avec beaucoup de difficultés pour montrer le rôle social, etc. Mais là, les entreprises comprennent qu'elles doivent agir avec de l'impact et jouer leur rôle. Et vous nous dites en même temps, de votre côté, ces entreprises utilisent aussi leur relation de mise en confiance pour pouvoir recréer le trafic dans les points de vente. C'est ça, c'est la notion de confiance.
Oui, cette notion de confiance, elle est importante. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on pensait que le monde de la communication allait changer, je dirais, pendant ou après cette crise. D'abord, on comprend que la crise, elle va s'éterniser encore, malheureusement. C'est assez clair pour tout le monde. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que j'observe que finalement, les mauvais réflexes reviennent vite quand même. Et même si toutes les études dans différents pays démontrent que effectivement les consommateurs attendent autre chose, ils en ont un peu ras-le-bol de la réclame, ils attendent des marques qu'elles montrent l'exemple, qu'elles guident, qu'elles expliquent, qu'elles informent. Eh bien, en fait, il y a beaucoup de belles paroles, mais je trouve que du côté des marques et des annonceurs, eh bien, finalement, dès qu'on peut revenir vers de la promo produit, on oublie assez vite ces bonnes intentions. Alors, ça fluctue parce qu'encore une fois, là, on replonge un peu dans le côté sombre de la crise. Et donc, tout d'un coup, les messages promo, oui, on les met un petit peu en stand-by. Donc, en fait, c'est vraiment des fluctuations. Et peut-être ce qui pourrait un peu caractériser tout ça, c'est que tout le monde est un peu sur le qui-vive. On doit s'adapter. Jour après jour, les choses évoluent, changent. Et si je peux faire une petite parenthèse pour finir juste sur cette intervention, il n'y a pas de meilleur média que la radio pour s'adapter à ces situations parce que c'est à la radio qu'on peut déclencher une campagne extrêmement rapidement. Demain matin, vous pouvez être à l'antenne, mais c'est aussi à la radio que vous pouvez téléphoner en disant « Hop, on suspend la campagne tout de suite là parce que là, aujourd'hui, à 19h, il y a le ministre a annoncé un truc et on s'arrête immédiatement. » Donc, et pour finir sur la radio, on s'aperçoit que finalement la radio est le média qui s'est le mieux adapté à ou qui est le plus adapté à cette situation parce que le plus souple. Voilà. Merci. On va aller. Merci et merci pour le plaidoyer pour la radio puisque c'est une radio qui nous invite pour discuter de tout ça. Mais on va revenir tout à l'heure sur la notion d'inventivité parce que c'est là-dessus qu'on se réunit et qu'on se pose des questions pour dire comment est-ce que les marques sont-elles inventives, comment est-ce qu'elles utilisent l'inventivité pour parler autrement à leurs consommateurs. Je voudrais m'adresser à ceux qui nous suivent en les remerciant de leur présence et dire s'il vous plaît, je donnerai la parole tout à l'heure à la fin à quelques prises de parole pour celles et ceux qui voudraient poser des questions directement si le temps nous le permet. J'essaierai de tenir ma promesse en forçant. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les balancer sur le chat. Je serais ravi de pouvoir les partager, les relayer en votre nom, sans vous nommer évidemment pour nos intervenants. L'essentiel, c'est que nous puissions avoir les débats. Messieurs, j'ai un premier sujet que je trouve intéressant, une question qu'on avait reçue à l'avance, mais qui est reprise aujourd'hui. Et on nous dit simplement, depuis le début de cette crise du coronavirus, les grandes marques font en effet preuve d'une inventivité exceptionnelle pour s'adapter et maintenir leur part de marché. Je ne sais pas comment elles peuvent maintenir des parts de marché lorsque les marchés sont bousculés, mais forcément, elles essayent. Certains ont utilisé le virus lui-même pour communiquer, d'autres ont exploité le confinement et la maladie pour vendre mieux. Cette pandémie aurait-elle sacrifié les balises habituelles d'éthique et de la morale? En fait, est-ce qu'il y a des marques qui ont pris des risques sur leur forme de communication? Je m'adresse autant à Henri qu'à Michel. Henri, allez-y. Alors, au Maroc, peut-être pas. Ouvrez votre micro. Au Maroc, peut-être pas, parce que Michel nous a dit, vu de là où il est, on n'a pas beaucoup pris la parole. On était très méfiants. Allez-y, Henri. Encore une fois, est-ce que les marques ont pris des risques? Est-ce que les marques devaient prendre des risques? Encore une fois, je reviens sur ces mots. En utilisant la situation. Hein. Ben oui, non, mais juste toutes celles qui se sont, comment dire, celles qui n'auront pas réussi, c'est celles qui auront été opportunistes. Voilà, je continue à dire mes deux mots-clés, utilité, humilité. Humilité, ça veut dire pas se servir d'une situation juste au bénéfice de la marque. Ça, encore une fois, moi je le vois sans vouloir les citer, mais je reprends les annonceurs avec lesquels on travaille, les Inouï, les Africa, même Kia. Ce sont des gens qui ont vraiment une ligne directrice et qui ont depuis très longtemps cette volonté d'être des marques utiles au service de leurs consommateurs. Les banques aussi ont pris la parole pendant la période extrêmement difficile pour dire qu'elles mettaient des services, qu'elles assuraient une ouverture des agences, etc. Absolument. Avec le problème en plus… Une banque qui nous dit que j'assure l'ouverture des agences, c'est extrêmement basique, mais c'était utile à ce moment-là, on l'oublie vite. Oui, avec la pression supplémentaire qu'en plus les banques étaient attendues dès le début pour pouvoir passer financièrement la crise. Parce que en perte de revenus, est-ce que ma banque va me suivre dans son cœur de métier
pour pouvoir passer la crise. Donc, prendre des risques. Et je rajouterais que sur les banques, il était fondamental de pouvoir accompagner les efforts mis en place par le CVE en matière de mesures spéciales de relance, en matière de communication. Et là, il y avait une bataille purement commerciale. C'est-à-dire que l'État mettait en place des mesures, des sous, et c'était ouvert à toutes les banques. Il fallait que les banques innovent en matière de communication pour rapatrier un maximum de clients à leur guichet. Michel? Oui, on a eu des exemples. On a eu des exemples de marques qui, tout de suite après le confinement, se sont lancées dans des actions promotionnelles du genre, voilà, il y a un tarif spécial pour les soignants ou des choses comme ça. Ça, c'était des grosses maladresses qui ont vite été sanctionnées. On l'a vu sur les réseaux sociaux, par exemple, parfois des promotions où les commentaires des internautes étaient, mais alors, vraiment très cassants. Il y a aussi des gens qui ont fait des erreurs en faisant peut-être par exemple des campagnes de soutien pour les soignants, mais c'était trop tard. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pris trop de temps pour réagir et qui étaient décalés. C'est pour ça que je disais que tout à l'heure, il faut beaucoup de réactivité dans la situation, beaucoup d'agilité, ça c'est vraiment important. Et les gens qui ont fait des opérations pour soutenir les soignants vers la fin des confinements se sont fait démonter par toutes les autres activités essentielles qui n'étaient pas des soignants, qui ont bien galéré pendant le confinement et dont personne n'a parlé. Oui, on soutient les soignants dans les hôpitaux, c'est très bien, bien sûr, hein, il y a beaucoup de respect pour ces gens-là, mais les caissières au supermarché, on n'a pas applaudi le soir spécialement pour les caissières au supermarché. Donc, il y a eu beaucoup de réactions aussi sur les opérations. Je pense que les consommateurs sont très attentifs à la manière dont les marques communiquent et il faut vraiment faire attention. Alors, encore une question de la part de nos participants sur cette question d'utilité, de relation. Je pose la question brièvement à Henrique et à Adil Benani. Notre participant nous dit, est-ce que ce rôle sociétal que se donnent les marques dont vous parlez, vous Henrique, ne devrait pas relever plutôt de la collectivité, c'est-à-dire de l'État tout simplement? Est-ce que les consommateurs sont en quête du rôle que peuvent jouer ces entreprises dans ce champ ou sur ce territoire? Et comment ça peut évoluer? Sous-entendu, est-ce que l'État laisse la place aux entreprises ou est-ce que les entreprises reprennent le relais? Définitivement, aujourd'hui, les consommateurs, toutes les études qu'on mène, et c'est systématique, attendent aujourd'hui… En fait, le contrat entre qui lie la marque et le consommateur a changé. Et ça, c'est un paradigme qu'il faut vraiment comprendre. Ce n'est pas récent, mais ça a été accéléré par le confinement et la crise de la Covid. Avant, en gros, les marques se contentaient de vendre des produits à pas trop cher, et puis c'était ça l'essentiel, pourvu que je vende. Et puis finalement, les consommateurs ont évolué, ont changé, les problèmes sociétaux existent aujourd'hui, on va pas se cacher, et du coup, les consommateurs mettent dans l'acte d'achat quelque chose de nouveau. C'est-à-dire quand ils achètent un produit, quand ils achètent une marque, ce qu'ils mettent dedans, ils ne disent pas simplement je veux que ça soit pas trop cher, je veux que ça soit de qualité gustative, mais ils se disent attention, mais je veux aussi que ça réponde aux enjeux de la société dans laquelle je vis. Et ça, c'est quelque chose que les consommateurs ont mis dans les marques. Donc les marques, elles, aujourd'hui, elles essayent d'y répondre, parce qu'une marque qui ne sait pas y répondre est une marque qui ne pourra pas survivre finalement aux années qui viennent. Est-ce que les marques se substituent aux collectivités, à l'État, au gouvernement? Je pense que c'était ça la question aussi dans la trame de fond. Alors, non, les marques n'ont pas vocation à prendre la place de l'État, mais enfin bon, on est dans des sociétés capitalistiques, ouvertes, et donc forcément, à partir du moment où on est dans des sociétés comme ça, où le commerce est libre, finalement, on demande aux marques, aux entreprises, bien plus aujourd'hui que simplement vendre des produits, on leur demande d'assumer un rôle qui va au-delà de ce que vous aviez autrefois l'habitude de faire. Vous êtes un acteur économique, social, qui doit agir pour le bien-être de la société au sens large. Donc, c'est merci. Adil Benani, pour passer à l'inventivité des marques. Alors, j'abonde dans le sens d'Henrique, mais avec un bémol, c'est que c'est une tendance de fond, elle est là,
elle est beaucoup plus présente à l'étranger qu'au Maroc. Ça vient et c'est inévitable. Et le confinement ou la crise sanitaire a exacerbé la rapidité avec laquelle ça va se faire. Vendre, se mettre plein les fouilles pour les actionnaires et partir, c'est plus possible. Ça ne sera plus possible dans quelques temps. Dites-moi comment vous aidez la société et je déciderai si je vous donne mon argent ou pas, parce qu'il y en a un autre à côté qui peut me fournir le même produit et qui fait mieux pour la société. Schématiquement, voilà ce qui se passe. OK. On va aborder la dernière partie de nos sujets. Nous sommes maintenant en plein dans ce tunnel et nous essayons de finaliser l'année 2020 et commencer à construire l'année 2021 puisque nous sommes début octobre. Je vais commencer par vous, Adil Benani. Est-ce que les marques aujourd'hui doivent prendre la parole? Est-ce qu'elles doivent prendre la parole plus que pendant les 6, 7, 8 mois que nous avons passés? Et quelle autre initiative devrait-elle avoir en termes de communication et comment vont-elles le faire? Bon, pour être tout à fait pragmatique, on va sortir d'une année catastrophe. Et aujourd'hui, les différents opérateurs qui sont en train de faire leur budget ont déjà pas mal taillé sur leur budget communication cette année et vont le faire pour l'année prochaine. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas communiquer. Ça veut dire qu'il faudra optimiser sa communication pour aller à l'essentiel. Parce qu'il faudra générer des leads, il faudra transformer, il faudra garantir la pérennité d'un business, mais ça ne va plus être dans le contexte d'avant-crise. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va remarquer, et on l'a déjà vu, quand on s'est pris la claque de la crise, tout le monde s'est dit, est-ce que je suis digital ready? Est-ce que je sais communiquer avec mon client à distance? Ça n'a pas été le cas. Et donc, dans plusieurs structures, et celles qui ne l'ont pas fait cette année le feront l'année prochaine, sinon ce sera une erreur stratégique, il y aura des réformes digitales fondamentales lancées dans les entreprises de manière à reconfigurer la relation client de bout en bout de manière digitale. Parce qu'on n'est pas à l'abri de confinement, on n'est pas à l'abri de secousses nouvelles. Donc ça, c'est le premier point, la réforme digitale. Le deuxième point, ça va être beaucoup de fidélisation. Plutôt que d'aller mettre des sous partout pour essayer d'aller vers de la conquête, on va aller vers de la fidélisation de clients que nous avons et qu'il va falloir travailler de manière beaucoup plus proche, de manière beaucoup plus structurée pour un retour sur investissement meilleur. Et puis au final, il y aura la grande question de se dire tactique ou branding. Le branding coûte cher, il a des retombées à moyen terme, moyen long terme. Le tactique, c'est tout de suite, c'est du cash management. Il faudra en fonction des entreprises et en fonction de la situation de chacune des entreprises faire le dosage qu'il faut entre le branding et le tactique. Et au final, il faudra être toujours prêt à dégainer en cas d'opportunité. Il faut être opportuniste parce que c'est dans les crises parfois qu'on trouve les meilleures opportunités. Il y a des opportunités de croissance externe, par exemple. Il y a des opportunités de recrutement de talents. Il va y avoir une mobilité de talents parce que beaucoup de gens se sont délestés de staff. C'est peut-être le moment d'aller chercher les bons collaborateurs et les intégrer pour préparer des lendemains meilleurs. C'est aussi l'opportunité de mettre à plat l'organigramme de son entreprise et de faire ce qu'on appelle des bold changes, parce que c'est pendant ces moments-là qu'on peut se les permettre. Donc, en gros, il faudra changer, digitaliser et communiquer de manière intelligente, toujours en ayant le bon dosage entre la com produit, la com
tactique promotionnelle, et sans oublier qu'il faudra être quelque part utile et socially responsible. Ok, merci. On va voir ce que dit Henri, l'expert en la matière, quand on entend ça chez un dirigeant. Quelles sont vos réactions? Oui, et encore une fois, le Covid a accéléré quelque chose qui existait, c'était la solution digitale. Bon, là, on l'a bien vu pendant le confinement, le digital c'est vraiment apparu comme une vraie solution. Alors, c'est une vraie opportunité, c'est une vraie solution, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Le digital apportera des solutions, l'inventivité passe par le digital, je donne des exemples. Enfin, c'est tous ces restaurants qui, par exemple, grâce au digital, ont trouvé une seconde vie en pouvant organiser des livraisons à domicile ou de apporter ou des choses comme ça. Ça, c'est des solutions qui… Et aujourd'hui, ça leur sert? Ah oui, complètement. Plus que jamais. On sait qu'aujourd'hui, si on prend le cas spécifique de la restauration, par exemple, on peut de moins en moins aller au restaurant, donc on va de plus en plus commander. Donc le digital est une solution, mais dans le secteur de l'automobile, de la même manière, là, il y a 2 ou 3 marques pendant le confinement, ou depuis le confinement, je ne me souviens plus, dont une marque qu'on accompagne, qui est Kia, qui ont lancé le showroom virtuel. C'est-à-dire qu'ils se sont complètement réinventés, ils se disent, les clients ont peur de venir chez nous, et on peut comprendre. Alors on a beau leur expliquer que toutes les mesures sanitaires sont mises en place, il y en a qui ne veulent pas y aller, on peut comprendre. Alors, on va faire différemment. C'est le showroom qui va venir chez le client et on va inventer une nouvelle forme de showroom qui va passer pour le digital. Donc, c'est des solutions comme ça. C'est une d'inventivité en soi, de dire si vous ne pouvez pas venir à nous, nous venons à vous. Oui. Ça maintient le business. Est-ce que les résultats sont bons? Pour la marque, je peux vous parler d'une expérience, là, par exemple, au niveau de la prévente. Désolé, Enrique, parce que dans la partie après-vente, au moment de la reprise du confinement, juste avant la reprise post-confinement, les gens voulaient entretenir leur véhicule, mais il y avait du doute par rapport aux questions sanitaires, etc. Alors, chez nous, on a développé ce qu'on appelle le Pick-up Delivery Service. Alors, vous appelez et en fait, les équipes se déplacent chez vous, récupèrent le véhicule, l'entretiennent et vous le ramènent chez vous. Idem pour la partie livraison. Sur les mois d'avril et mai, on a livré une centaine de véhicules chez les clients à leur domicile. Oui, vous le faites souvent aussi, hein, dans une marque premium comme la vôtre. On est d'accord, mais ça s'est exacerbé avec la crise. Absolument. Ok. Henri, qu'est-ce que vous avez envie de rajouter sur cette question d'inventivité? Adil Bleni disait qu'il faut être en même temps tactique, très opérationnel, chercher les opportunités. Et le branding, il faut être prêt s'il y a des opportunités, mais il vaut mieux investir sur des choses très tactiques. Oui. Quand vous entendez le chef d'entreprise et le dirigeant dire ça, c'est ce que vous entendez chez vos clients, chez vos annonceurs? Oui, et puis, du coup, on a un réflexe justement qui est essayer d'expliquer que le branding n'est pas incompatible avec le tactique et que la promo n'est pas incompatible avec la marque. Je m'explique par rapport à ça parce que je prends l'exemple qu'on a eu tout à l'heure de Michel. Vous nous parliez de Carrefour. Oui. En France, hein, pas au Maroc, mais en France. Aujourd'hui, ils font de la promo, mais qu'est-ce qu'ils racontent dans leur promo? Ils disent, bon, moi je fais de la promo parce que c'est bon pour votre pouvoir d'achat. Mais la promo que je vous fais, c'est des produits de bonne qualité, qui n'ont pas d'engrais ou qui n'ont pas de ceci et qui n'ont pas de cela, et qui sont bons pour la santé. Et en plus de ça, ce sont des produits faits par des entreprises françaises ou produits par des agriculteurs locaux français. Et du coup, on se dit, dans un spot promo, on arrive aussi à construire, donner du sens, c'est toujours la même idée, moins de réclame, entre guillemets, des gros prix barrés, mais que ça ait du sens. Et on peut parfaitement faire de la promo en construisant la marque, parce que la promo donne un sens éclair sur l'action et l'engagement social de la marque. C'est toujours un peu cette même idée. Et si inventivité, il peut y avoir, c'est une forme d'inventivité, mais de se dire, il faut savoir, faut qu'on puisse essayer aujourd'hui d'allier, donner du pouvoir d'achat aux consommateurs marocains, sans oublier d'être porteur d'actions et d'engagements qui sont derrière. Alors, j'ai une question dans le public. Je viens à vous, Michel. Je vous donne la parole immédiatement. Mais j'ai une question dans le public. On pose la question très simplement en disant
est-ce que les communicants, est-ce que les équipes en charge de la com dans les entreprises chez les annonceurs marocains, est-ce que ces équipes sont frileuses, n'osent pas faire des propositions, agir? Qu'est-ce que vous dites, messieurs? Très brièvement, Henrique et Adil. Après, on va écouter Michel sur son point de vue. Parce que, Henrique, qu'est-ce que vous dites? Alors, il ne faut pas être politiquement correct vis-à-vis de vos clients, mais on peut se dire un peu de choses. Nous ne sommes que sur Zoom, que sur le net. Allez-y. Non. Alors, est-ce qu'ils sont frileux? Le problème qu'on a, c'est que personne n'a de boule de cristal. Voilà. Et on est dans une situation, on ne sait absolument pas où on va. Donc, à un moment ou à un autre, nous, notre rôle de conseiller, nous faisons notre rôle de conseil, on essaye d'avoir des convictions, de les poser et de travailler dessus avec nos clients. Après, il y en a certains qui sont à fond dessus parce qu'ils en sont, comme nous, absolument convaincus, et d'autres qui disent « Ah oui, mais attention, où est-ce qu'on va avec ça ?» Où est-ce qu'on va avec ça? Pour être très honnête, pour l'instant, personne ne sait très bien où on va, mais il faut être positif, garder le cap, et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est absolument fondamental. Gardons le cap, faire en sorte que la marque continue à garder le cap. Les équipes sont frileuses, Adil Bounani? Oui, les équipes sont frileuses parce qu'elles se sont prises, si vous voulez, ça a fait vaciller pas mal de certitudes, cette crise. Et donc, aujourd'hui, elles se disent comment est-ce que je communique pour vraiment faire arriver le bon message au bon public. Bien entendu, nous avons des agences et des fournisseurs, des partenaires qui nous aident dans cette démarche, mais je dois dire, ça ne va pas plaire à Enrique, je dois dire qu'ils sont frileux aussi. Je trouve très souvent qu'il y a un vrai manque pas d'agressivité, d'inventivité, mais on n'ose pas suffisamment. Voilà, d'audace, exactement, c'est le mot qui me manquait. Donc, il faut, vous savez, il y a que ceux qui ne font rien qui ne se plantent pas. Donc, il faut essayer, sortir un peu des sentiers battus pour se faire remarquer. Et puis après, si on se prend de temps, une fois sur 50, on se prend un râteau, ce n'est pas très grave. Donc il faut qu'il y ait plus d'audace des annonceurs, mais un point qui est fondamental, il faut, au-delà de tout ce qu'on est en train de dire, que la confiance des ménages revienne. Parce que c'est ça qui fait la consommation, c'est ça qui fait la demande. Et tant qu'il y a de la demande, on s'éclatera, le marché grossira, les investissements publicitaires reviendront et même la confiance des créatifs reviendra pour qu'ils soient encore plus audacieux. Merci. Michel Collin. Oui. On est tous condamnés à s'adapter, à nous adapter à la situation. Et en fait, là, on a parlé de frilosité. Oui, moi, je constate qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise, de commerciaux aussi, puisque j'en vois beaucoup, qui ont beaucoup de mal à concevoir qu'il faut qu'ils changent des vieilles habitudes de travail ou de fonctionnement. Et c'est ceux qui ont un peu de mal avec l'innovation, avec le changement des habitudes qui, à mon avis, qui sont en difficulté. On est condamné à innover, on est condamné à développer du e-commerce, même si, comme le dit Enrique, ce n'est pas forcément la panacée pour tout le monde. Mais aujourd'hui, la crise, elle a fait gagner peut-être 3 ou 4 ans dans la transformation digitale des entreprises. En quelques mois, tout le monde a fait un bond. Là, on est tous en train de regarder, de travailler sur Zoom. Il y a un an en arrière, on ne savait pas ce que c'était. Donc, voilà, cette capacité, je crois que la clé, c'est dans la capacité de s'adapter, de se remettre en question, d'être capable de trouver les clés pour parler aux consommateurs. C'est ça la clé. Donc, de l'innovation, oui, mais une vraie capacité de se remettre en question et de bien comprendre ce qui change et de s'y adapter. C'est pas si compliqué que ça. C'est vraiment alors, ça demande du travail. Tous les gens que je rencontre me disent « Ah ouais, mais quelle galère, il faut bosser plus pour les mêmes résultats. » Bah oui, on est tous condamnés à ça. Donc, voilà, bossons, innovons, adaptons-nous. Et dans la mesure du possible, ça ira un peu mieux. Merci. J'ai une dernière question. Elle va nous permettre de faire un dernier tour. Je vais commencer par Adil Bounani et ensuite nous irons collectivement vers la conclusion. La question vient du public. Elle dit: comment voyez-vous l'évolution de la relation entre la marque et sa communauté dans le temps, l'année prochaine, en se projetant? L'année prochaine, c'est tout à l'heure, dans 3 mois. Hein. Quelles sont les orientations nécessaires, les orientations must de communication
pour les marques gagnantes de demain. Je m'adresse au directeur général d'Autonjma qui a une marque étoile entre les mains. Quelle réponse on peut donner à cette question? Oui, alors le maître mot, c'est la proximité. Donc, il va falloir être de plus en plus proche de ses clients et de sa communauté, pas uniquement de clients, mais de fans, de prospects et autres. Et cette communication, bon, nous, on est dans du premium, donc on fait rêver. Donc, il y a beaucoup de communication d'ordre émotionnel qui se fait. Mais à côté de ça, toujours des messages pour montrer que la marque, entreprise, sont socialement responsables parce que c'est devenu une composante qu'on ne peut plus négliger. Voilà, donc beaucoup de présence, beaucoup de proximité. C'est-à-dire prise de parole nécessaire? Oui, clairement. Et de manière organisée, structurée, dans le temps. C'est pas aujourd'hui je raconte un truc parce que ça me plaît et puis demain c'est complètement autre chose ou pendant un mois c'est rien du tout. Non, c'est quelque chose de très structuré, de très organisé avec un fil conducteur qui aborde des événements qui versent vers une caractéristique d'image donnée pour bien construire le capital d'image de la marque et de l'entreprise auprès de sa communauté. Mais bon, ça ne nous empêchera pas de voir quelques promos dans le monde de l'automobile quand même. Il y aura forcément de la promo. On ne peut pas vivre sans promo. Aujourd'hui, c'est la bagarre constante entre les marketeurs et les commerciaux. Les commerciaux considèrent que les marketeurs sont des rêveurs avec des couleurs et des machins, mais arrêtez tout votre cirque, mettez-nous un prix et une remise et on va vendre, vous allez voir. Vous allez voir, on va vous ramener les clients. Et puis les marketeurs qui leur disent mais jamais de la vie, on a une marque à protéger, il faut que vous arriviez quand même à vendre avec des pubs un peu moins réclames. Après, il y a des arbitrages qui se font et des partenaires qui nous conseillent dans ce sens-là de manière à trouver la bonne voie. Mais on est dans un vrai tournant. Jamais les médias sociaux n'ont été aussi importants. Le poids d'Instagram devient juste incroyable sur des choses qui sont très corporate. Le nombre de fans et la réaction avec les fans et l'interaction avec les fans, c'est quelque chose de très important que beaucoup de gens observent sans qu'ils soient fans. Donc, c'est aussi à prendre en considération. Donc, cette digitalisation de la relation, il faudra qu'elle se structure davantage dans le cadre de la digitalisation de l'ensemble du process CRM. Chez nous, c'est un projet structurant qui est en train de se mener, par exemple, et je sais que pas mal de confrères y travaillent. Merci. Henrique Heulin, sur cette dernière question, sur l'évolution de la relation entre la marque et sa communauté et quels sont les musts pour préparer pour que les marques soient gagnantes en 2021? Pour faire court, la brand utility, développer au maximum la brand utility, à quoi je peux être utile pour ma communauté. Et il y a un levier dont on n'a pas parlé et qui va certainement parler à Michel, c'est le brand content. Il y a quelque chose que les marques, peut-être au Maroc, développent beaucoup moins qu'à l'étranger, c'est le brand content. Le brand content passe par exemple, pourquoi j'évoque Michel, passe par exemple par les podcasts qui sont développés alors en Europe, dans le monde entier, ça fait un carton absolu. Peut-être que ça va émerger au Maroc, mais au-delà de ça, le brand content, il faut vraiment se poser la question de la marque qui aille animer sa communauté, s'engager avec sa communauté, au-delà de l'offre produit en elle-même, ou ça peut être à travers son offre produit, mais trouver une autre belle façon d'engager la discussion, le dialogue avec ses communautés. La partie brand utility, est-ce qu'on voit les premiers résultats dans les mesures, dans les études de mesure d'impact, dans l'engagement des marques? Vous pouvez déjà avoir dans certaines études des petits premiers feedbacks ou c'est encore trop tôt de ce que vous avez engagé cette année? Pour être honnête, c'est trop tôt. Si je peux me permettre, comme j'ai pas encore avec nos annonceurs, on n'a pas encore réglé toutes les études qui vont être plutôt faites sur le dernier trimestre. On sait par contre, par exemple sur Kia, qui a vraiment fait beaucoup d'opérations d'utilité pendant le Covid, on s'est retrouvé finalement post-confinement avec une croissance des ventes qui nous a même à tel point surpris. Alors, je ne dis pas que c'est que grâce à la com, c'est pas du tout l'idée, mais
ça a certainement permis à construire cette marque et la rendre encore plus présente dans l'esprit des gens. Michel, je vous laisse réagir sur cette question de contenu. Oui, alors les contenus, évidemment, les podcasts, c'est quelque chose qui finira par arriver au Maroc un jour ou l'autre et peut-être plus rapidement qu'on ne le pense, peut-être à travers les podcasts de communication interne que les entreprises utilisent de plus en plus aussi pour communiquer auprès de leurs propres équipes ou sous forme de podcast de marque, puisque en fait le podcast est un nouveau moyen de communication. On est dans l'audio. Aujourd'hui, une question fondamentale, c'est quelle est la stratégie audio des entreprises et des marques. Et quand on parle d'audio, il y a le son, il y a la radio, il y a le commerce vocal, il y a les assistants vocaux, il y a les podcasts. Enfin, il y a une explosion du vocal. Mais peut-être que, voilà, sur un peu la conclusion, c'est une remise en question des habitudes, y compris des habitudes de communication qu'il faut avoir, qui ne veut pas dire qu'il faut aller non plus à 200% du côté du digital et oublier le reste, parce qu'un bon équilibre entre digital et médias traditionnels a montré que c'était quand même la meilleure des stratégies, mais il faut s'adapter aux circonstances qui évoluent d'un jour à l'autre. Ça, c'est vraiment, à mon avis, le point clé. Tenir compte de toutes ces études-là des consommateurs et des attentes des consommateurs, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, je n'ai pas l'impression que vraiment toutes les marques prennent conscience, appliquent en fait ce qu'attendent les consommateurs. Il y a encore des progrès à faire pour écarter un petit peu la communication. Je crois que les consommateurs ont aussi mûri en termes de relations avec la publicité, sont peut-être plus critiques aujourd'hui qu'ils ne l'étaient avant, et il faut faire attention à tout ça. Je voudrais juste finir peut-être sur la notion de tactique et de branding, parce qu'effectivement, ça aussi, c'est extrêmement important de s'arrêter de communiquer parce que c'est la crise. À mon avis, c'est la pire des erreurs. Alors ça, c'est facile à dire quand on est du côté des communicants, mais voilà, il faut innover en trouvant des solutions qui permettent de ne pas stopper la communication, mais d'amener le message au bon endroit, le bon message sur les bonnes personnes, dans le bon contexte. C'est ça. Donc ça demande un travail de réflexion de la part des communicants et des marques pour réorganiser, peut-être balayer, dépoussiérer, innover, utiliser de nouveaux outils, parce que voilà, c'est incontournable. Mais d'être sur les deux tableaux, c'est incontournable de faire du branding et de la tactique. Et si je me permets de remettre une deuxième couche là-dessus, la radio, c'est le média idéal pour ça. On vous entend avec du sponsoring de manière récurrente, on entend votre nom et le jour où on a besoin de votre produit, on pense à vous. C'est ça le branding. Et puis le tactique, ça sera des actions plus promotionnelles à très court terme que la radio peut vous proposer. Donc voilà. Merci. Adil, je vais vous demander de vous remettre en vidéo. Ça va me permettre de faire une capture d'écran pour mon prochain tweet juste après. Et il faudrait que tu l'actionnes parce que je ne sais pas, j'arrive plus à l'activer. Alors, si quelqu'un parmi les équipes peut m'aider à remettre la caméra de notre invité, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je voudrais aussi remercier les participants, et une dernière réflexion que j'ai eue sur le chat, c'est de dire redémarrons les événements, parce que sans événements, évidemment, il nous manquera beaucoup de choses, et il faut dire que merci Michel de faire ce plaidoyer pour la radio, mais on a besoin de tous les médias in fine, parce que c'est la complémentarité des uns et des autres, c'est ce qui fait ce monde. Adil, je crois que vous pouvez mettre votre caméra maintenant, c'est ce qui fait que ce monde… Si je peux juste me permettre, là, vous parlez des événements, j'ai découvert là, cette semaine, vous l'avez peut-être vu comme moi, les matchs de NBA aux États-Unis avec des stades, avec des terrains de basket qui sont encerclés d'écrans où les gens payent en fait pour être sur un écran au bord du terrain. Je trouve ça génial, et malheureusement ça va peut-être durer. Ça c'est un exemple d'innovation et d'adaptation à la situation qui est extraordinaire. On va conclure. Merci beaucoup. Adil, je voudrais laisser aux dirigeants d'entreprise, parce qu'in fine, c'est vous l'annonceur, nous travaillons pour vous, pour ne pas vous servir vous, mais servir vos clients, parce qu'in fine, nous sommes tous là pour servir les consommateurs qu'on essaye de chérir, mais aussi d'accompagner, de rassurer, de mettre en confiance.
Est-ce que j'ai entendu dire que Renault lançait une nouvelle marque en Europe fabriquée en Corée du Sud, mais ça c'était pour marquer montrer la démarche de relocalisation de l'industrie en France et en Europe. Mais est-ce que dans l'automobile, on va continuer à lancer des modèles et des choses là dans l'année à venir? Oui, on va continuer parce que on est dans un métier, c'est vrai, entre guillemets utilitaire parce qu'on a besoin de se mouvoir, mais au-delà de ça, il y a toute une partie rêve que nous autres constructeurs vendons à travers nos véhicules, et ça ne peut continuer à se développer que s'il y a de l'innovation technologique, que s'il y a de la nouveauté au niveau modèle et qu'il y a de l'adaptation par rapport aux besoins des clients. Je peux vous dire que rares sont les marques qui ont revu leur planning d'innovation. Alors maintenant, il faut pondérer ce que je dis, parce que ce qui se passe, c'est que tout ce que nous allons voir pendant les 2 à 3 prochaines années est déjà dans le pipe depuis longtemps. Donc, il va se faire, sauf coupe sombre par des constructeurs dans des budgets pour des modèles particuliers. En revanche, ce que les marques sont en train de se dire maintenant sur leur plan de développement, que l'on va voir… Pardon ? Ils sont en train de concevoir. Ce qu'ils sont en train de concevoir pour dans 5-6 ans, là, c'est en train de changer. Dans la nature des motorisations, dans même le business model de commercialisation. Je peux vous dire que des marques sont en train de se poser des questions structurelles sur leur network development. Il y a même des instructions qui ont été données pour réviser les plans d'investissement selon des formats différents compte tenu de l'impact de la crise Covid. Donc, il y a des choses qui vont changer, mais nous continuerons à innover en matière de produits pour surprendre les clients et les faire venir dans nos showrooms et leur vendre un peu de rêve. Merci. Sur ce, on va se dire que nos métiers sont loin de rendre leur tablier et que nous allons les uns les autres faire preuve de beaucoup d'inventivité pour continuer à faire rêver vos clients et pour que vous puissiez continuer, vous, à les servir. Merci, messieurs. Et si vous permettez, je vais vous applaudir pour vous exprimer ma satisfaction. Nous avons passé un excellent moment et appris beaucoup de choses. Je remercie tous les participants et toutes les équipes d'Aswat qui ont l'amabilité d'organiser cette rencontre et évidemment à un rendez-vous prochain. Et à notre retour, à nous de même de te remercier pour l'initiative et l'invitation, mon cher Thierry. Merci. Excellente fin de journée. Et merci à Michel, Henrique, de leur contribution. Au revoir, messieurs, et merci à toutes et à tous.